Les sanitaires de la société étaient un havre de somptuosité, un lieu d'une propreté éclatante où le marbre blanc recouvrant les murs et le sol diffusait une lumière tamisée et sereine. La robinetterie dorée brillait de mille feux, tel un trésor, sous les luminaires discrets, projetant des reflets d'encens sur les miroirs impeccables. Manon, une jeune fille de 11 ans aux cheveux châtains désordonnés et aux vêtements modestes fournis par le foyer Saint-Vincent, se lavait les mains avec une anxiété palpable. L'eau tiède qui caressait sa peau ne suffisait pas à apaiser les palpitations de son cœur. Jamais auparavant elle n'avait mis les pieds dans un endroit si raffiné, si écrasant, un univers si éloigné de son quotidien. La porte pivota et se referma sans un bruit, laissant apparaître une femme élancée, à l'élégance parfaite. C'était Sandrine. Elle était vêtue d'une robe bleu marine qui moulait idéalement son ventre proéminent, celui d'une femme enceinte de 4 mois. Sa chevelure blonde était arrangée en un chignon impeccable, sans le moindre cheveu qui dépasse, et ses ongles laqués d'un rouge vif étincelaient alors qu'elle pianotait un numéro sur son smartphone haut de gamme. Prise de panique à l'idée de troubler une personne d'une telle prestance, Manon se glissa sans un bruit dans une des cabines, coupant sa respiration. Cette femme, Sandrine, semblait issue d'un autre monde, si distinct des adultes qu'elle fréquentait au foyer. Sandrine entama sa conversation téléphonique, et sa voix, nette et perçante, emplit le silence des lieux. « Allô, ma belle. » « Oui, tout se passe comme prévu. » Un rire bref et aigu lui échappa. Nicolas est totalement envoûté. Si tu voyais la façon dont il contemple ce faux ventre. C'est pitoyable. Le cœur de Manon s'accéléra brutalement. Faux ventre. Ces mots résonnaient dans sa tête. Évidemment que tous les examens médicaux sont des faux. Mon ami Stéphane gère tout ça. Il est médecin, tu vois. On apprend des tas de choses utiles à la faculté de médecine. Sandrine émit un nouveau rire, un son glacial, vide de toute chaleur, qui provoqua un frisson chez Manon, recroquevillée dans sa cachette. Voilà 4 mois que cette comédie dure et Nicolas envisage déjà de rédiger un testament pour le bébé. Les mains de Manon se mirent à trembler de façon incontrôlable. Elle reconnaissait cette sensation, cette angoisse qui lui serrait les entrailles. C'était identique à ce qu'elle éprouvait en voyant d'autres enfants subir des injustices. Sauf que cette fois, la victime était cet homme d'une grande bonté qu'elle venait de rencontrer, Monsieur Moreau. Je vais faire semblant de perdre le bébé la semaine prochaine. Le docteur Lambert invoquera le stress, et je pourrai alors engager la procédure de divorce. Nicolas sera contraint de me verser une énorme pension. On parle de millions, ma chérie. D'un geste expert, Sandrine réajusta son faux ventre. Il est d'une telle naïveté, il avale tout ce que je lui raconte. Hier, il a même acheté une poussette. Il m'a dit qu'il voulait que tout soit en place pour l'arrivée de notre petite fille. Une grimace de pur dédain tordit les traits parfaits de la femme. Notre petite fille. S'il pouvait imaginer à quel point je hais les enfants. Manon fut saisie d'un haut le cœur. Comment un être humain pouvait-il atteindre un tel degré de cruauté? Il faut que je te quitte. Le gala de charité touche à sa fin et je dois reprendre mon rôle d'épouse attentionnée et de future mère exemplaire. Sandrine glissa son téléphone dans son sac à main de luxe et quitta les toilettes, laissant dans son sillage une traînée de parfums de luxe, capiteux et oppressants. Manon demeura immobile dans la cabine durant de longues minutes, l'esprit en tumulte, s'efforçant de comprendre la terrible réalité qu'elle venait de surprendre. Un homme bon était sur le point d'être victime de la plus vile des tromperies. Et elle, une simple orpheline de 11 ans, était l'unique détentrice de ce secret. Tout à coup, des coups frappés à la porte la tirèrent de sa torpeur. « Manon, es-tu là ?» Le groupe se prépare à partir. C'était la voix de sœur Valérie, la directrice du foyer. Manon émergea de la cabine, les jambes instables, encore secouées par sa découverte. « Excusez-moi, ma sœur. Je me lavais les mains. Viens, mon enfant. Monsieur Moreau souhaite saluer tous les enfants. » Manon emboîta le pas à la religieuse dans les couloirs élégants de l'entreprise. Les murs étaient décorés de peintures de valeur et de plantes vertes luxuriantes, un décor de richesse et de bon goût qui tranchait radicalement avec le foyer Saint-Vincent, cette vieille bâtisse en pierre où elle résidait depuis ses 5 ans, au cœur du village provençal. Le salon principal de Moreau Technologies grouillait d'invités en tenue de soirée, échangeant des propos en dégustant du champagne. Au milieu de la salle, sur une petite estrade, se tenait Nicolas Moreau. C'était un homme de 42 ans, aux cheveux poivrés sel et au regard d'une infinie bienveillance. Il s'entretenait avec quelques enfants du foyer.
Nicolas arborait un costume gris d'une coupe parfaite, mais ce qui retenait l'attention était son sourire, un sourire franc et chaleureux. Il se mettait à la hauteur des enfants, prêtait une oreille attentive à leurs récits et riait de bon cœur à leurs plaisanteries. Rien dans son comportement ne semblait forcé. Il était manifestement heureux d'être là, parmi eux. « Les enfants, je vous présente ma femme, Sandrine », annonça Nicolas, en tendant la main à la femme blonde que Manon avait vue plus tôt. Sandrine s'avança avec un sourire étudié, posant une main protectrice sur son faux ventre. « Bonjour à tous. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Dans quelques mois, j'aurai moi aussi une petite fille à chérir. » Les enfants, tout excités, se mirent à lui poser une multitude de questions sur le bébé. Sandrine y répondait avec une patience simulée, mais Manon, qui connaissait désormais la vérité, voyait clair dans son jeu. La femme n'arrêtait pas de toucher son ventre, comme un rappel constant de la comédie qu'elle jouait. Nicolas la contemplait avec un amour si intense que Manon en eut le cœur serré. Ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'il évoquait leur futur enfant. Il parlait avec enthousiasme de ses projets, de la chambre qu'il aménageait, des contes qu'il lui lirait. « Vous savez, mes amis, devenir père a toujours été mon plus grand rêve », avoua Nicolas, en lassant la taille de Sandrine d'un bras protecteur. « J'ai perdu mes parents très jeunes et j'ai toujours aspiré à fonder une grande et heureuse famille. » Sandrine sourit et se pencha pour déposer un baiser sur la joue de son mari, mais Manon remarqua que son regard était resté froid, calculateur. Elle avait l'impression d'assister à une pièce de théâtre dont elle était la seule à connaître le dénouement tragique. « Nicolas, tu es si attentionné », murmura Sandrine en caressant son ventre. « Notre fille aura le meilleur papa du monde. » Les enfants applaudirent et Nicolas, visiblement touché, essuya une larme furtive. Un nœud se forma dans la gorge de Manon. Comment pouvait-elle lui dire la vérité sans le briser? Et qui prêterait foi à la parole d'une orpheline de 11 ans face à celle d'une femme riche et estimée? Soudain, le regard de Sandrine se posa sur elle. L'espace d'un instant, Manon fut convaincue que cette femme savait, qu'elle l'avait entendue. Le vieux bus vétuste du foyer tressautait sur les routes de campagne du village provençal. Manon, le front collé à la vitre, observait le paysage de champs de lavande et d'oliviers, mais ses pensées étaient ailleurs, obsédées par sa découverte. Les autres enfants papotaient gaiement de leur visite, mais Manon restait murée dans son silence, incapable de partager leur euphorie. Comment pouvait-elle faire semblant, alors qu'elle portait le fardeau d'un si odieux mensonge? « Manon, tu es bien pensive », lui fit remarquer Léo, un garçon de 9 ans assis à ses côtés. « La visite ne t'a pas plu? »« Si, beaucoup, » mentit-elle, s'efforçant d'adopter un ton naturel. « Je réfléchissais, c'est tout. Monsieur Moreau est vraiment gentil, tu ne trouves pas? Et sa femme est si belle. Ils doivent être si heureux d'attendre un enfant. » Manon sentit les larmes lui monter aux yeux. Si seulement elle pouvait se confier à Léo, ou à n'importe qui susceptible de l'aider. Le foyer Saint-Vincent se dressait dans une ruelle paisible, en retrait du centre du village. C'était un ancien bâtiment de 2 étages en pierre de taille, avec un petit jardin à l'avant où les enfants s'ébattaient. Ce n'était pas le luxe de l'entreprise de Nicolas, mais c'était le seul foyer pour les 23 enfants qui n'avaient plus personne. À peine arrivée, Manon se précipita vers le bureau de sœur Valérie. La directrice était assise à son vieux bureau en bois, classant des documents. C'était une femme de 55 ans, aux cheveux gris tirés en un chignon austère, et au regard doux derrière ses lunettes de lecture. « Sœur Valérie, puis-je vous parler un instant? »« Bien sûr, mon enfant. Entre, je t'en prie. » Manon inspira profondément. Il fallait qu'elle essaie. C'est au sujet de Monsieur Moreau et de sa femme. J'ai appris quelque chose de très grave. La religieuse interrompit son travail et fixa Manon avec intérêt. « Que as-tu appris, ma fille ?» Sandrine ment. Elle n'est pas enceinte. Je l'ai surprise au téléphone, elle disait que son ventre était faux et que les examens médicaux étaient truqués. Un lourd silence s'installa. Sœur Valérie ôta ses lunettes et les essuya méticuleusement. « Manon, ce que tu dis est d'une extrême gravité. Je le sais, ma sœur, mais c'est la vérité. Elle a dit qu'elle allait simuler une fausse couche pour demander le divorce et obtenir une grosse somme d'argent. » L'expression de la religieuse se durcit. Elle soupira longuement et secoua la tête. « Ma petite, je conçois que tu aies été éblouie par le faste de ces gens. Parfois, face à un monde si différent du nôtre, notre imagination. » « Ce n'est pas mon imagination. » La coupa Manon, au bord des larmes. «
Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Manon. Le ton de la religieuse devint plus sec. Une enfant démunie qui s'invente des histoires sur des gens riches et en vue. Crois-tu sincèrement que quelqu'un va te croire? Ces paroles furent plus douloureuses qu'une gifle. Les yeux de Manon s'embuèrent. Monte dans ta chambre et réfléchis à tes propos. Je ne veux plus entendre de telles sornettes. Ce soir-là, dans la salle commune, Manon vit à la télévision Sandrine, interviewée dans une émission populaire, évoquer avec un sourire éclatant sa grossesse de 4 mois. Le lendemain, Manon se réveilla avec une sensation de malaise. Elle avait fait un cauchemar où Nicolas découvrait la supercherie trop tard, une fois que Sandrine s'était volatilisée avec sa fortune. Au petit déjeuner, les autres enfants ne parlaient que de l'interview de Sandrine. « Elle est si jolie », s'exclama Chloé, une fillette de 8 ans. Et elle a dit que sa fille s'appellerait Sophie. C'est adorable. Manon manqua de s'étrangler avec sa tartine. Sandrine inventait un prénom pour un bébé imaginaire. Le mensonge prenait des proportions de plus en plus monstrueuses. Après la classe du matin, Manon parvint à se faufiler dans la bibliothèque du foyer pour utiliser l'ordinateur. Ses recherches ne firent qu'accroître son anxiété. Nicolas Moreau était à la tête de l'une des plus importantes entreprises de technologie du pays. Orphelin depuis un accident de voiture à l'âge de 20 ans, il s'était entièrement consacré à son travail. Sa générosité était légendaire, il versait des millions à des foyers pour enfants et à diverses œuvres caritatives. Sandrine Dubois-Lefebvre, diplômée en gestion, avait épousé Nicolas 1 an et demi plus tôt. Sur les réseaux sociaux, Manon découvrit les photos de leur mariage fastueux, de leur lune de miel en Europe et des dernières semaines, où elle paradait systématiquement avec son ventre de femme enceinte. Cependant, en fouillant dans des photos plus anciennes, datant de 6 mois, Manon fit une découverte troublante. Lors d'une soirée de bienfaisance, Sandrine posait avec une coupe de champagne à la main. Les femmes enceintes ne consomment pas d'alcool. Plus tard, Manon mit au jour un fait encore plus alarmant. Sandrine avait rendez-vous avec le docteur Stéphane Lambert le lundi suivant pour une consultation qui serait retransmise en direct sur les réseaux sociaux afin de suivre l'évolution du bébé. C'est une démarche de transparence, et aussi un moyen d'informer les autres futures mères, avait déclaré Sandrine dans une interview. Manon comprit qu'il ne s'agissait pas uniquement d'argent. Sandrine se délectait de cette attention, des éloges, du rôle de l'épouse parfaite de l'homme le plus riche de la région. L'après-midi même, Nicolas publia une vidéo sur ses réseaux. On le voyait dans un centre commercial, choisissant des vêtements de bébé, le visage illuminé de bonheur. « Je suis si impatient de rencontrer ma petite fille », disait-il à la caméra. Sandrine prend grand soin d'elle et le docteur Lambert assure que tout est parfait. La vidéo montrait Nicolas sélectionnant une petite robe rose, tenant une minuscule sucette, et s'imaginant déjà apprendre à sa fille à faire du vélo. « Vous savez, j'ai perdu ma famille très jeune. Avoir ma propre fille, c'est une seconde chance d'être heureux. » Manon ferma l'ordinateur, les larmes coulant sur ses joues. Nicolas ignorait que sa seconde chance de bonheur n'était qu'un odieux mensonge. À la télévision de la salle commune, une voix annonçait, lundi, ne manquez pas l'échographie en direct du bébé le plus attendu de France. Manon savait qu'elle devait agir, et vite. Elle passa une nuit blanche, torturant son esprit pour trouver un moyen de prouver ses dires. Le matin, sa résolution était prise, elle trouverait des preuves irréfutables. Pendant la récréation, elle retourna à la bibliothèque. Elle se renseigna d'abord sur les fausses grossesses et découvrit l'existence de faux ventres en silicone. Puis, elle approfondit ses recherches sur le docteur Stéphane Lambert. Il avait fréquenté la même université que Sandrine, à la même période. Leurs réseaux sociaux regorgeaient de photos d'eux ensemble. Ils étaient amis de longue date. Manon découvrit également un élément du passé de Sandrine. Avant Nicolas, elle avait eu une liaison de 2 ans avec un certain Marc Fournier. Leur rupture avait été soudaine. Marc, désormais expatrié, n'avait jamais eu d'autres relations sérieuses. C'était pour le moins curieux. Puis, Manon tomba sur une publication récente de Nicolas, où il annonçait qu'il mettait de l'ordre dans ses affaires pour assurer l'avenir de sa fille. Sandrine avait commenté, « Tu seras le meilleur des pères, mon amour ». Manon comprit que Sandrine suivait de très près les manœuvres financières de Nicolas. La télévision annonça que l'échographie aurait lieu dans 3 jours. Manon savait que son temps était compté. Après cette fausse échographie, Sandrine inventerait des complications. Comment une orpheline de 11 ans pourrait-elle convaincre un homme aussi puissant que sa femme était une imposture? Ce soir-là,
Manon était désespérée. Le dimanche matin, elle se réveilla, convaincue que c'était sa dernière chance. Après le déjeuner, elle profita d'un moment d'inattention pour utiliser le téléphone du secrétariat. Moreau Technologies, bonjour. Bonjour, je dois impérativement parler à monsieur Nicolas Moreau. Il est en réunion. Un message? C'est au sujet de sa femme. Il doit savoir quelque chose de capital. Silence. Monsieur Moreau ne traite pas d'affaires personnelles au bureau. Mais vous ne comprenez pas. Sandrine lui ment. Elle n'est pas enceinte. Le ton devint glacial. Écoutez, qui que vous soyez, cessez ce petit jeu. Si vous insistez, nous préviendrons les autorités. On lui raccrocha au nez. Manon, que fais-tu ici? C'était sœur Valérie. Tu étais au téléphone, n'est-ce pas? Et je parie que tu racontais encore tes histoires à dormir debout. Assez. Tu es obsédé. C'est malsain. Tu es consigné dans ta chambre jusqu'à demain. Interdiction de sortir. Mais ma sœur, monsieur Moreau doit savoir. La seule vérité, c'est qu'une petite fille en mal d'attention invente des fables. File dans ta chambre. Manon obéit, le cœur lourd. Elle était piégée. Le lundi fut un supplice. Interdite de télévision, elle entendait pourtant l'excitation monter dans la salle commune. À 14 heures, l'émission commença. La voix du présentateur résonna, en direct, une nouvelle consultation de la grossesse la plus médiatisée de France. Puis ce fut la voix de Nicolas, empreinte d'émotion, chaque fois, je suis plus impatient. C'est un miracle. Et celle de Sandrine, faussement maternelle, je la sens bouger sans cesse. Nicolas est fasciné. Les enfants poussaient des exclamations attendries. Puis, la voix du docteur Lambert, faussement professionnelle, une grossesse qui se déroule admirablement bien. Ce fut une torture. Nicolas posait des questions, Sandrine simulait l'émotion, le docteur Lambert débitait son jargon. Comme elle a grandi, s'extasiait Sandrine. Elle devient si réelle, renchérissait Nicolas. Le présentateur concluait, vous êtes les témoins privilégiés de la naissance d'une famille. À la fin de l'émission, Manon s'effondra en sanglots. Elle avait perdu. Le mensonge était désormais validé publiquement. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Nicolas a installé un babyphone dans la chambre de la petite, commenta sœur Brigitte. Léo brandit un magazine, Nicolas et Sandrine en couverture, l'amour d'un père. Nicolas y déclarait, j'aménage mon emploi du temps pour être un père présent. Sandrine posait, la main sur le ventre, et déclarait, j'imagine déjà les moments que je passerai ici à l'allaiter. Manon en fut malade. Le jeudi, Nicolas annonça une fête de bienvenue pour Sophie, un gala de charité dont les bénéfices seraient reversés au foyer du village. Le vendredi, sœur Valérie apprit que le préfet et tout le gratin local seraient présents. Manon comprit le plan machiavélique de Sandrine, organiser un événement grandiose, puis simuler une fausse couche. Nicolas serait anéanti aux yeux de tous, et elle passerait pour une héroïne tragique. Ce soir-là, Manon prit une décision radicale, s'enfuir. Le dimanche matin, pendant la messe, elle prétexta une envie pressante. Avec 5 € en poche, elle prit le bus. Devant Moreau Technologies, elle aperçut Nicolas qui sortait d'une réunion. « Monsieur Moreau » cria-t-elle. Il la reconnut. « Que fais-tu là? Votre femme vous ment. Elle n'est pas enceinte. » Les collaborateurs de Nicolas la dévisagèrent. « Tout est faux. Le docteur Lambert est son complice. » À cet instant, la fourgonnette du foyer arriva. Sœur Valérie en sortit, furieuse. « Monsieur Moreau, je suis confuse. Cet enfant est obsédé par vous. » Nicolas la regarda avec pitié. « Elle a peut-être besoin d'aide. »« C'est prévu, » assura la religieuse en l'empoignant. « Monsieur Moreau, elle va simuler une fausse couche. » Mais il était déjà loin. La semaine qui suivit fut un cauchemar. Consignée, Manon était rejetée par les autres. Le psychologue, docteur Sébastien, vint la voir. Il était aimable, mais Manon sentit qu'il était déjà convaincu de son « obsession ». Il lui prescrivit des calmants. Ce soir-là, Manon prit son premier comprimé. À travers la fenêtre, elle vit Sandrine à la télévision, rayonnante. Elle avait perdu. Les 2 jours suivants,
Manon fit semblant de prendre ses médicaments. Le mercredi, c'était la dernière consultation avant la grande fête. À 14 heures, la télévision était allumée. La voix de Sandrine était étrange. « Docteur Lambert, je me sens bizarre aujourd'hui. » Manon comprit. C'était le début de la fin. « Faisons un examen, » dit le médecin. Nicolas, anxieux, « Annulons la fête. » « Non, c'est trop important, » rétorqua Sandrine. Le médecin diagnostiqua une anxiété normale. Le vendredi soir, Manon s'enfuit à nouveau, direction le cabinet du docteur Lambert. À minuit, elle y était. Une lumière filtrait sous la porte. À l'intérieur, Sandrine et le médecin finalisaient leur plan. Dimanche, tu simules un malaise. Je serai là. Et si Nicolas veut un autre avis? J'invoquerai l'urgence vitale. Et là, j'annoncerai la perte du bébé. Dans 6 mois, je demande le divorce. Et on partage. En voulant mieux entendre, Manon fit grincer le plancher. Qu'est-ce que c'est? S'inquiéta Sandrine. Elle sortit vérifier. Manon se cacha derrière un distributeur d'eau. Sandrine ne la vit pas et retourna à l'intérieur. Manon se rapprocha. Le téléphone de Sandrine sonna. Surprise, Manon heurta le distributeur. Il y a quelqu'un, hurla Sandrine. Manon s'enfuit en courant, poursuivie par les 2 complices. Elle tomba dans les escaliers, se blessant au genou. C'est là qu'elle vit Patrick, le concierge. « Monsieur Patrick, aidez-moi » cria-t-elle. Patrick connaissait Manon et fut surpris de la voir là. Sandrine et le médecin arrivèrent. « Retenez-la, elle nous espionnait. » Mais Patrick était méfiant. Il demanda des explications à Manon. « Cette femme n'est pas enceinte. Elle trompe son mari. » Sandrine nia en bloc. Mais Patrick la regarda attentivement. « Madame, je travaille ici depuis 3 ans. Il y a 2 semaines, je vous ai vu sortir des toilettes sans votre ventre. » Sandrine blêmit. « Vous avez mal vu. »« Non, madame. Vous aviez le ventre plat. » Il se tourna vers Manon. « Raconte-moi tout. »« Je te crois. » Manon lui expliqua le plan. Patrick les confronta. « Est-ce vrai ?» Ils nièrent. « Alors ça ne vous dérange pas que j'appelle votre mari ?»« Non, » cria Sandrine. Patrick sortit son téléphone. « Je vous ai souvent entendu comploter. Mais là, c'est différent. » Sandrine tenta de le soudoyer. « Maintenant, vous essayez de m'acheter, dit-il. » Il appela Nicolas. 20 minutes plus tard, Nicolas arriva, affolé. Il vit la scène et ne comprit pas. « Monsieur Moreau, votre femme n'est pas enceinte, » lui dit Patrick. Nicolas était abasourdi. « Tout est faux » insista Patrick. Nicolas se tourna vers Sandrine. Elle avoua en larmes. Nicolas était anéanti. Pourquoi? Plus tard, dans sa maison de campagne, la colère éclata. « Tu allais me faire ça devant 3000 personnes ?» Il se tourna vers Manon. « Tu as essayé de me prévenir, et je ne t'ai pas cru. Tu m'as sauvé. » Il retira son alliance. C'est fini. Manon se souvint de l'ex de Sandrine. Nicolas comprit qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Il annula la fête, expliquant la situation sans phare. Puis il demanda à Patrick de raccompagner Manon. Il s'agenouilla devant elle. « Manon, je te demande pardon. Tu as eu plus de courage que nous tous. » Patrick lui glissa à l'oreille, « Je crois que vous avez trouvé la fille que vous avez toujours voulu. » Nicolas regarda Manon. « Manon, accepterais-tu que je devienne ton père ?» Manon, en larmes, accepta. 2 semaines plus tard, Nicolas entamait les démarches d'adoption. Sœur Valérie s'excusa auprès de Manon. Une nouvelle chambre attendait la fillette. Au palais de justice, Manon demanda « Je peux t'appeler papa ?» Nicolas sourit. « Bien sûr, ma fille. » 3 mois plus tard, Sandrine et le docteur Lambert étaient poursuivis en justice. Nicolas créa une fondation pour aider les enfants lanceurs d'alerte. Patrick fut promu superviseur de la sécurité. Marc Fournier, l'ex de Sandrine, confirma ses agissements passés. 6 mois plus tard, Manon et Nicolas jardinaient ensemble. « Papa, j'ai parfois peur que ce ne soit qu'un rêve. » « C'est la réalité, ma fille. Tu m'as sauvé. » Ils rendirent visite au foyer.
Manon était transformée. Sœur Valérie en convainc, elle s'épanouit. Elle m'a appris le vrai sens de la famille, répondit Nicolas. Le soir, en faisant les devoirs de maths, Manon demanda des nouvelles de Sandrine. Elle apprend les conséquences de ses actes, répondit Nicolas. Avant de s'endormir, Manon lui dit, « Papa, je t'aime. Je t'aime aussi, ma fille. Pour toujours. » Et pour la première fois, Manon s'endormit, se sentant aimée et en sécurité. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le moi en commentaire.